Bonjour Monsieur Tariq Ramadan, Bonjour, bienvenue dans le média Aloha News dans le format Cancel. merci On va pour cette revenir invitation. avec plaisir, on va revenir sur l'affaire Tariq Ramadan, qui est toujours en cours d'ailleurs. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est quoi la suite, puisque c'est pas fini encore? Ce qu'il est important de savoir pour tous ceux qui ont suivi les débuts, qui étaient très médiatisés, et la suite qui l'est beaucoup moins, c'est que d'abord on nous avait présenté de multiples affaires sur le plan international. En fait, on s'aperçoit que tout se concentre autour de la France, puisque même l'affaire suisse, c'est une personne qui connaissait les trois plaignantes françaises. Et donc, j'ai été acquitté en Suisse. Il y a appel, ça se passera l'année prochaine, l'appel. Et puis, concernant la France, on a eu une longue instruction sur contrôle judiciaire jusqu'à aujourd'hui. En termes de faits, en termes de réalité, de deux choses en fait. De faits et de personnes autour des faits. Les 5 ans d'instruction ont mis en évidence un grand nombre de choses qui finalement évident le dossier de tout ce qui aurait pu constituer une utilisation judiciaire. Mon innocence, je la connais depuis le début, je l'ai répété et je sais ce qu'il en est. Mais l'instruction était telle qu'il fallait essayer de trouver quelque chose et que le dossier tient aujourd'hui à un rapport d'expertise, à un expert, qui est un expert dont j'ai demandé à ce qu'il soit dessaisi pour plusieurs raisons. D'une part, sur le plan idéologique, parce qu'il fait partie d'une association dont 16 membres ont écrit expressément et nominalement contre moi et dont il est membre du comité scientifique. Donc, idéologiquement, c'était un problème. Même un membre de l'association qui a quitté l'association a écrit au juge en disant il ne peut pas décemment être l'expert. Donc, il y a un premier élément. Deuxième élément, les erreurs qu'a faites l'expert, puisque à un moment donné, il a vu les plaignantes sans l'accord des juges et donc ça a été annulé. Et puis, il a refait l'expertise, il l'a renommé. Et cette fois-ci, il fait un copier-coller de 15 pages d'une expertise qui aurait dû ne pas exister puisqu'elle a été annulée. Et donc là, maintenant, on est à la Cour de cassation sur cette expertise-là. Ce qui est le plus important dans cette affaire, c'est que le grand brouhaha médiatique relève exactement quel était l'enjeu politique de cette affaire-là. Puisque dans le dossier aujourd'hui, après 10 mois de prison, 5 ans de contrôle judiciaire, eh bien le dossier prouve mon innocence et prouve d'autres choses qui sont importantes, c'est les personnes qui sont impliquées dans cette affaire-là, et à plusieurs niveaux. Là en France, donc ce sera 4 plaignantes? Alors en France, ce sera effectivement 4 plaignantes, les 3 premières qui se sont plaintes, et puis une qui a retiré sa plainte, mais que les juges retiennent malgré le fait qu'elle dise que non, qu'il n'y a pas eu viol et qu'elle a été poussée à porter plainte, puisque c'est l'avocat d'une des 3 premières plaignantes qui est allée la chercher quand son nom est apparu et qu'elle a retiré sa plainte, mais pour justement accréditer la thèse qu'il y aurait emprise, elle a un rôle particulier, c'est qu'elle ajoute au nombre et qu'elle est la seule qui ne connaissait pas les 3 premières plaignantes qui entre elles se connaissaient. Vous dites que c'est une affaire française entre guillemets. Il y avait aussi une personne qui avait une personne des États-Unis. Je crois qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qui se passe avec Non, il n'y a pas de plainte aux États-Unis. Ça, c'était encore une fois la campagne médiatique. Ce qui pouvait donner du crédit sur le fait que j'étais la personne qu'on voulait dessiner et peindre, c'était de dire c'est une affaire internationale. Or, en fait, au gré des circonstances, on a vu que finalement, c'est même pas une affaire internationale, c'est une affaire extrêmement locale, avec une première plaignante, une deuxième plaignante et une troisième plaignante qui se connaissent et qui connaissent également mes ennemis idéologiques, c'est-à-dire, et qui me l'ont dit d'ailleurs, qui m'écrivent des mails en me disant Alain Soral veut te piéger, qui sont en contact. Le dossier a relevé que la première et la deuxième plaignante étaient en contact avec Caroline Forest
avec des appels téléphoniques et des messages 5 mois déjà avant la première plainte. C'est-à-dire, on est en train de parler de mai. Et c'est donc une affaire qui est effectivement française. Et la seule plaignante suisse est une personne qui a vu Caroline Forest. Donc Caroline Forest dit, elle a menti Caroline Forest à la télévision en disant « Je ne connais pas la plaignante suisse ». Or, on a des emails dans la perquisition qui est venue de Suisse où elle dit « Si la plaignante suisse ne porte pas plainte, Tariq Ramadan risque de s'en sortir ». Donc elle est totalement impliquée dans l'affaire et depuis le début, depuis 2009. Donc il y a eu ces 5 plaintes, dont la première n'a pas été une plainte, on l'a présentée dans les médias comme une plainte, elle n'a pas existé. Donc ça, c'est parmi les 5 en France. Et il y a eu une 4e, elle a retiré. Donc il en reste 3 de plaintes effectives et une en Suisse qui est, comme je viens de le dire, une personne qui est totalement liée. D'ailleurs, ce qu'il faut entendre, parce qu'on a menti dans les médias français. Vous savez que dans l'affaire suisse, quand vous rentriez dans le tribunal, 80% c'était des journalistes français. Il n'y avait pratiquement pas de journalistes ailleurs, d'ailleurs. Et tous ces journalistes ont dit, Tariq Ramadan a été acquitté au bénéfice du doute. Non, ça c'est pas vrai. En 2 circonstances où effectivement on ne peut pas tenir compte de ce qu'ont dit les psychiatres, ils disent au bénéfice du doute. Mais dans les autres faits, ils relèvent le fait qu'il y avait la volonté de me faire tomber, qu'elles étaient en contact, qu'elle était celle qui s'appelle Brigitte en Suisse, qu'elle était en contact avec des personnes qui voulaient me faire tomber, qui étaient des ennemis idéologiques. Tout ceci a été relevé en Suisse, mais jamais rapporté dans les médias français. On voulait pas. On disait au bénéfice du doute. C'est pas du tout le bénéfice du doute. Il y a eu 2 situations qui ont ajouté au fait de mon acquittement, qui étaient ceux qui étaient de ne pas pouvoir s'appuyer sur une cohérence dans le propos de 2 psychiatres. Donc, encore une fois, le dossier suisse a relevé dans ce qui était cette affaire-là le vide et la clarté de mon innocence dans cette affaire-là, et surtout les liens d'un certain nombre d'acteurs idéologiques dont le but était strictement politique. Et aujourd'hui, il faut se rendre compte de ça, c'est-à-dire que quand moi je disais que cette affaire était politique. D'ailleurs, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que tout le monde disait, mais non, il n'y a pas d'affaire politique, le droit est libre en France. Vous entendez le propre ministre français de la justice dire aujourd'hui, je suis là pour des raisons politiques. Donc lui qui est ministre et qui se retrouve devant les juges dit c'est politique. Et quand moi je le dis, ça ne le serait plus. Or, tout le monde sait en France que je gênais. Et j'ai toujours dit que je sais qui je gêne et pourquoi je les gêne. Et aujourd'hui, j'ajoute encore une chose qui est apparue durant la dernière année et qui est très, très importante. Parce que c'est une affaire française sur quelqu'un qui pouvait gêner sur le plan français et dont on a voulu me faire tomber d'une certaine façon dans un piège. Intéressant d'ailleurs de relever que mon ennemi idéologique le plus farouche, Éric Zemmour, est le seul à avoir osé dire Tariq Ramadan est tombé dans un piège et j'ai pas l'habitude de me disputer avec des ennemis idéologiques en faisant des coups pareils. C'est-à-dire qu'il est en train de dire je sais de quoi il s'agit lui-même. Ils savent tous de quoi il s'agit parce que même la juge, elle sait que le dossier confirme mon innocence. Mais ce qui est le plus important, c'est que quand on a su, et c'est sorti dans des journaux français, et c'est sorti dans un consortium de journaux, c'est parti du New Yorker aux États-Unis, et puis ensuite de Mediapart, et puis ensuite de la RTS, la radio-télévision suisse, qu'en fait, en novembre 2017, à savoir 4 mois après la première plainte, une agence en Suisse qui s'appelle Ad Services fait venir un certain nombre de personnes, dont un journaliste qui est Yann Hamel. On a maintenant l'audio de leur discussion. Et l'homme de Alp Service dit la cible, c'est Ramadan et le Qatar. Parce qu'ils étaient à ce moment-là en dispute. Et il leur parle des relations aux femmes. Et donc c'est clair, la cible elle est claire. On est 4 mois avant. 4 mois plus tard, le premier à avoir parlé de la situation avec les femmes qui est sur Twitter, avant la première plainte, 5 jours avant, c'est le même Yann Hamel qui est parti au Qatar voir une organisation suisse qui travaillait pour les Émirats Arabes Unis, lesquels travaillent de façon assez claire avec un certain nombre d'ennemis idéologiques aujourd'hui, puisqu'ils ont payé 8,5 millions de dollars
pour cibler des leaders musulmans, dont le premier nom qui apparaissait était le mien en Europe. Ben voilà. Je veux dire, après ceux qui vont dire, ben non, il n'y a pas de traquenard, il y a personne là derrière. Ben écoutez, je veux dire, les chiffres, non seulement les chiffres de ce qu'ils payent, 8,5 millions de dollars, mais les dates qui ont amené à cette affaire en août 2017 mettent clairement en évidence qui est là derrière. Puis ensuite, quand vous allez plus loin, vous apercevez que dans mes ennemis idéologiques, il y a une chose qu'on me pardonnera jamais en France, qu'on me pardonnera même pas en Occident, qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pas pu rentrer aux États-Unis pendant 5 ans. Ça a été ma critique systématique de la politique israélienne, en disant je serai le premier au front contre l'antisémitisme, mais jamais je n'accepterai qu'un État puisse traiter les Palestiniens de cette façon-là. L'actualité me donne malheureusement raison. Vous dites que il y a beaucoup de gens qui ont voulu vous faire tomber et que c'est une affaire politique. Pourriez-vous me dire en quoi c'est une affaire politique? C'est quoi les raisons précises? Parce que vous avez reconnu avoir eu, on va dire, des rapports intimes avec certaines des plaignantes, etc. J'ai discuté aussi, lorsque j'ai fait l'interview avec vous concernant ce qui se passe en Palestine, j'ai eu beaucoup de militantes féministes qui m'ont envoyé des messages et qui me disaient oui, même l'affaire en Suisse, les juges n'étaient pas... en gros, il y avait un problème de jugement, etc., etc., et que le jugement ici en France fera surgir la vérité entre guillemets. Quant à la culpabilité de Tariq Ramadan, c'est ça que je veux dire. Oui, ben évidemment. Je veux dire que il y a un certain nombre de militantes féministes. Il faudrait leur dire à ces militantes féministes que quand on est féministe, on est du côté de la vérité et la vérité des femmes. Au nom des femmes, on ne soutient pas les mensonges. Or, ces femmes mentent. Ces femmes mentent. Et que je ne connais pas de féministe qui soit digne de ce nom quand au nom de son engagement pour les femmes, on finit par soutenir tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est avéré, et dans le dossier suisse, par des juges, qu'en fait, elle a menti et ces mensonges ont été mis en évidence sur le type de rencontre. Je veux dire, même le responsable de l'hôtel, il dit, mais c'est pas possible ce qu'elle raconte. Tout ça ne tient pas. Et donc ça, c'est pas l'affabulation du juge, c'est un réceptionniste qui dit qu'elle ment. C'est un conducteur de bus qui dit, mais non, mais j'ai jamais vu de femme qui dit ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que, de ce point de vue, on a véritablement des faits. Et il faut s'en tenir aux faits. Moi, l'idéologie féministe qui part du principe qu'on soutient les femmes, quoi qu'elles disent, sont contre-productifs par rapport au féminisme. On en vient aux faits, oui ou non. Et dans un autre côté, par rapport à la France, ceux qui sont un tout petit peu intelligents savent que le droit, en France aujourd'hui, on le voit dans énormément de situations, eh bien, le droit peut être utilisé à des fins politiques. Alors pourquoi est-ce que l'on chercherait à m'atteindre d'un point de vue politique? Mais n'importe quelle personne normalement constituée sait qu'en France, ma présence était gênante. Elle était gênante pourquoi? Parce que ce que je disais, c'est qu'effectivement, nous sommes des citoyens indépendants de confession musulmane et que nous voulons l'autonomie et le respect de qui nous sommes. Et que c'était un discours qui allait à l'encontre de la politique qui s'est encore aggravée ces dernières années sur tout ce qui est le séparatisme et la stigmatisation. Tout le monde le savait, ceci. Deuxième des choses, c'est qu'on a essayé de m'enfermer dans le fait que j'étais le petit-fils du fondateur des Frères musulmans. Et donc, c'était une étiquette qui était déterminée. Donc, ceci, moi, je l'ai toujours assumé. J'ai toujours assumé de ne pas être de l'organisation, mais de refuser qu'on mente sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle a fait du point de vue de l'histoire. Et donc, je me suis toujours défendu. Et ça, c'était gênant. Ajoutez à cela mon engagement avec les Palestiniens. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose. Je veux dire, à ceux qui aujourd'hui sont des aveugles, regardez le nombre de personnes qui sont en train de perdre leur emploi ou de perdre leur statut uniquement parce qu'ils soutiennent les Palestiniens. Aujourd'hui, c'est vrai sur le plan politique, c'est vrai sur le plan journalistique. Bon, on le voit tous les jours. Et je serais celui qui, avec la voix que je portais en France, aurait été épargné. Donc la question politique, elle est claire. Ajoutez à cela, quand j'allais en Afrique, quand j'allais faire des conférences et que j'organisais des colloques dans les pays africains, quand effectivement j'ai déterminé aussi un positionnement extrêmement clair par rapport à ceux qui s'opposaient à la France-Afrique, en ayant été rencontré à son époque Sankara et d'autres. Évidemment qu'on n'aimait pas ce discours-là, on ne le voulait pas.
Et vous ajoutez encore une autre chose, c'est que les alliés objectifs des États occidentaux, qui sont-ils d'un point de vue économique? C'est l'Arabie Saoudite dont je suis interdit, les Émirats dont je viens de vous parler. Et donc, évidemment que c'est politique. Alors, il faut dire à ces féministes qui, aujourd'hui, ont envie de prendre le débat ou l'affaire par le petit bout de la lorgnette. D'accord, maintenant, vous venez vous asseoir et on va parler des faits. On va pas parler de vos représentations du monde en disant cet homme est un machiste. Regardez ce qui se passe. Si sur le plan moral, effectivement, j'ai admis que j'avais fait des fautes morales, mais la faute morale, c'est pas un crime légal, et que de ce point de vue, la faute morale, elle n'appartient qu'à moi, elle n'appartient qu'à ma conscience, et que ça n'est pas à elle. Tout ce qui est vrai dans cette affaire tient à ceci. Tariq Ramadan a failli moralement et à plusieurs reprises, pas tout ce qu'on a dit, pas tout ce que les médias ont dit, il a failli, effectivement, c'est arrivé un certain nombre de fois. Maintenant, tout ce qui est faux et qui a été maintenant confirmé par le dossier, il n'y a jamais eu de violence. Tout ce qui a été dit sur les messages que j'aurais envoyés avec des choses qui étaient scabreuses, aujourd'hui l'on sait, par les textes, et même par l'aveu de la deuxième plaignante qu'elle faisait des messages en créant des comptes et en inventant des messages. Il n'y a rien de tout ça. J'ai jamais été violent, j'ai jamais été scabreux, j'ai jamais été un pervers. Et ceci de l'avis même des deux psychologues qui m'ont vu et psychiatres, ont dit il n'y a aucune trace de perversité chez cet homme. Point à la ligne. Donc à ces femmes qui aujourd'hui, au nom de leur cause, peuvent envoyer un innocent au jugement populaire ou en prison, on a envie de leur dire tenez-vous à la dignité de votre cause. Parce que la dignité de votre cause, c'est de défendre les femmes victimes, pas des femmes qui, au nom du fait qu'elles sont femmes, trouveraient en vous les alliés de leurs mensonges et de leur action. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Elles n'ont absolument rien de féministe, les femmes qui m'attaquent. Attendez, mais il faut savoir une chose. C'est-à-dire qu'au moment où une femme dit « j'étais salafiste et tout ceci », dans le dossier, on trouve qu'elle est en contact avec 50 hommes avec lesquels elle a des relations scabreuses. C'est la police qui le dit. La deuxième, elle est nazie. Elle parle, elle a des propos nazis d'extrême droite. Elle vient de perdre un procès contre un journaliste Verneret qui dit elle est nazie, Le Pen, pro-extrême droite. Elle tenait les sites et avec ceci tenait des sites de clubs échangistes. C'est ça la deuxième. C'est ça que vous allez dire être la vérité. Alors, au lieu de s'en tenir à ce qui va être révélé à la France, parce que ce que je crains en France, c'est pas la vérité, c'est la manipulation. Et ceux qui seraient contents de dire que je puisse être accusé en France, et même peut-être condamné, Dieu sait comment les choses vont se passer, puisque tout à coup, à l'heure où je vous parle, on m'empêche même d'avoir une assise où il y aurait des jurés. Ce serait en cercle fermé avec un tribunal professionnel. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas droit, moi, à exactement la même chose que les autres? Posez-vous la question, c'est en cercle fermé, je demande à être jugé, je demande aucun passe-droit, mais je demande la vérité. Donc j'ai aucune peur de la vérité. J'ai envie de répondre à ceux qui vous contactent parce qu'on fait une interview sur autre, et puis qui vous disent oui, les faits en France, ça va prouver la vérité, et puis c'était pas vrai en Suisse. Honte à vous de défendre au nom d'une idéologie noble la pire de sa représentation, car ces femmes, elles agissent contre le droit des femmes, contre la vérité de l'engagement féminin. Elles l'utilisent, comme certains ont utilisé MeToo, et on le sait, parce qu'aujourd'hui, on doit quand même le savoir, il y a quand même beaucoup de femmes qui ont menti. Beaucoup de femmes qui ont menti. Et que ces femmes qui ont menti n'enlèvent rien à la justification de la lutte pour le droit des femmes que j'ai toujours soutenue, mais pas à n'importe quel fait et pas n'importe comment. Alors, pour en ce qui concerne les féministes dont je vous parle, elles me disent que finalement, et ça je pense que c'est une réalité, que c'est très compliqué de statuer sur un viol d'un point de vue de la justice. Donc du coup, il y a plein de femmes qui sont lésées et beaucoup d'hommes s'en sortent, etc. Je comprends cette réalité-là. Et que finalement, il y a une espèce de postulat qui est de dire on accepte les dommages collatéraux. On considère quand même la culpabilité de la personne au vu de la défaillance judiciaire concernant la condamnation dans les affaires de viol.
quelque part, c'est un espèce de postulat stratégique, quoi, et que vous serez, enfin vous, et sans doute d'autres, hein, sans doute d'autres personnalités publiques, sont un peu les personnes qu'on mettra en exergue, en exemple, pour lutter contre ces manquements et voilà. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de manquements. C'est vrai que statistiquement, des femmes qui ont pu être victimes de viol trouvent en face d'eux des violeurs ou des personnes qui ont été des agresseurs qui s'en sortent. Mais ça, c'est vrai. Mais c'est pas parce que cette vérité arrive juridiquement qu'on met tout le monde dans le même paquet. Ouais. Comment est-ce que vous allez vous positionner par rapport à une personne qui dit qu'il y a eu viol alors qu'il n'y a même pas eu de relation? Qu'il n'y a que rien dans le dossier, que tous ces messages disent le contraire avant et après, que après la rencontre comme avant, alors on va dire choc post-traumatique et tout ceci, mais même le psychiatre qui a vu ceci dit, mais dans l'historique des messages, tout prouve que ça n'est pas possible. Donc, à un moment donné, on a les faits. Quand vous avez une plaignante, la deuxième, même la première qui vous dit « j'ai été envoyé par Soral pour te piéger » et la deuxième qui envoie un message 5 jours avant la rencontre et qui dit « je vais le faire venir dans un hôtel, on va faire venir un paparazzi ». Mais attendez, ça ce sont des faits qui sont des faits objectifs et qui remettent tout en cause. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. C'est pas à un moment donné, ces personnes communiquaient et ont communiqué avec Caroline Forest avec l'idée de me faire tomber. On n'est pas du tout dans l'idée de personnes qui auraient pu être victimes et dont je me sortirais parce que j'ai un nom ou parce que j'ai de l'argent, comme on a voulu me dire. À un moment donné, il faut pas tout mélanger. Il faut, de ce point de vue, regarder les faits et le droit, rien que les faits, rien que le droit. Or, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les faits ne présentent pas ces femmes de cette façon. Elles ne présentent pas de cette... Il y a la troisième personne. Elle a, à un moment donné, réalisé qu'elle était en train de faire une erreur. Elle écrit partout, j'ai été manipulée. Il n'y a pas eu de viol. Elle dit à son propre frère, je l'ai fait pour l'argent. À son propre fils, son fils, le fils de la deuxième plaignante dit, maman, pourquoi tu mens? Elle dit, pour vous donner un avenir. Pour vous donner un avenir et puis pour sécuriser votre futur. Et son fils se retourne contre sa mère. Attendez, mais on n'est pas du tout dans la même narration. Ça, ici. c'est dans les dossiers, là, ce que vous dites. Tout ce que je vous dis est dans les faits. Je veux dire, le fils a témoigné contre sa mère, le frère a témoigné contre sa sœur, et puis ça c'est pour la première et pour la troisième, et dans la deuxième, dans le dossier, ce qui est mis en évidence, c'est des emails où elle parle avec une autre femme, on dit on va le piéger. Et vous savez, dans le dossier suisse, c'est bien ce qu'ils disent dans leur conclusion, que depuis longtemps, ces femmes voulaient me piéger. Donc maintenant, qui veut me piéger? Donc il y a peut-être, on peut estimer qu'une femme qui était prise et conduite peut vouloir se venger. Bien, ça peut arriver. Mais là, on est encore dans un stade plus élevé que ceci, c'est qu'elles ont toutes des comptes. Si on veut se venger, pourquoi on prend contact avec Caroline Forest? Pourquoi on prend contact avec Alain Soral, qui voulait ma peau et qui a dit qu'on va le faire tomber? Pourquoi on prend contact avec Jean-Claude Elfassi, le paparazzi, qui dit Juifs de France, quitter ce pays infesté par les Arabes et les musulmans, et qui écrit, lui, j'ai mis au Niouf Tariq Ramadan moi-même, j'en suis le premier responsable, et qui téléphone à la police pour dire j'ai une 4e plainte d'une femme qu'on a écartée du dossier parce qu'il se trouve que je n'étais pas au lieu où la rencontre aurait dû avoir lieu, et que les juges écartent ceci comme si ça n'avait pas existé. Mais si vous avez une personne qui vous dit et qui écrit « Je n'ai pas rempli ma plainte, je ne l'ai pas signée, tout ça a été l'œuvre de Jean-Claude Elfassi » et que les juges n'entendent pas, à un moment donné, on demande aux féministes, s'il vous plaît, et à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes les personnes éprises de justice, à un moment donné, réveillez-vous. C'est-à-dire que l'image qu'on a voulu donner de moi, d'un prédateur, on a dit c'est moi qui prenais contact, j'ai pris contact avec aucune de ces personnes, aucune. Tout ça, c'est dans le dossier, aucune. Toutes m'ont contacté avec des idées derrière la tête. Il n'y a pas de violence. Il n'y a aucune violence dans mon comportement. Ça n'existe pas. Celle qui a dit que je l'avais séquestrée dans sa chambre en l'empêchant de sortir, elle était dans la salle de la conférence 1h30 plus tard. On a la photo confirmée par des experts internationaux qui disent « c'est elle ». Il y a la probabilité de 80%. Point, ça ne se discute pas. Mais à un moment donné, quand politiquement on a voulu me tenir, juridiquement on a fait durer le plaisir. C'est ça qui est en train de se passer. Et moi, ce que j'attends des personnes qui vous interpellent, c'est
À un moment donné, il faut que vous vous rendiez compte de ce que vous êtes en train de faire, à soutenir la cause des femmes à l'encontre de la cause de la justice. Vous desservez la cause des femmes et celle de la justice. Alors, un petit point concernant votre propos sur la Palestine. Vous dites que le fait que vous souteniez les Palestiniens est une des raisons pour lesquelles on veut vous faire tomber. Personnellement, j'ai suivi votre affaire et même tout ce que vous faites. C'est la première fois que j'entends ça. Peut-être que ça m'a échappé. Et le deuxième point, nous, on avait fait une interview il y a pas très longtemps justement sur la situation à Gaza actuellement, qui m'a été reproché justement, et c'est cool qu'on en parle ici. Et une personne me dit que vous utilisez ce conflit pour réhabiliter votre image. Qu'est-ce que vous dites de ça, de ces deux arguments dont je vous parle? La malveillance ne se combat pas par la sincérité, parce que la malveillance verra dans la sincérité la confirmation de son présupposé. Et j'ai des gens qui sont tellement malveillants qu'ils pensent que ces personnes-là, elles étaient peut-être même pas nées que déjà je me combattais pour la question palestinienne avant cette affaire-là. J'ai pas attendu cette situation. Et d'ailleurs, si je voulais m'en sortir aujourd'hui, il ferait mieux de me taire, en fait. Si je voulais m'en sortir politiquement, je ferais mieux de me taire parce que je m'expose. Mais j'ai pas attendu ces personnes-là pour être sur le terrain de la Palestine, sur le terrain de l'Afrique du Sud, sur le terrain du Tibet, sur le terrain de l'Afrique. Ça fait 40 ans que je suis sur ce terrain-là. Et ceux qui ont l'esprit tellement malveillant qu'il en devient tordu et pervers devraient se poser la question de savoir si le problème il n'est pas dans leur tête plutôt que dans mon combat. Parce que moi, ma ligne, elle est claire. Et je suis entré en prison et je suis sorti de prison avec la même volonté de servir le même message. Donc cette idée que j'utiliserais une cause pour refaire mon image, je ne veux même pas refaire mon image à leur regard, parce que leur regard de ce point de vue-là est très malveillant. Et ils n'ont ni mémoire, ni reconnaissance de ce combat-là. Premier élément. Deuxième élément, vous dites que vous ne l'avez jamais entendu. Concernant l'affaire, hein. Concernant l'affaire, c'est que vous n'êtes pas au courant de qui est impliqué dans cette affaire. Qui est impliqué dans cette affaire? Je vous ai parlé de Jean-Claude El-Fassi, qui est un militant israélien d'extrême droite. Vous avez vu le profil de tous ceux de tous les avocats qui vont soutenir les femmes pro bono sans leur demander de l'argent. On a même une femme, la troisième plaignante, dont l'avocat était Spinner et qui reçoit de l'argent de Spinner. Elle reçoit de l'argent de son avocat et il travaille pro bono. Ça, c'est dans le dossier aussi. Mais ça, c'est dans le dossier, puisqu'on a les lettres. Et de ce point de vue, vous avez effectivement des personnes, je veux dire, aux États-Unis, puisque vous avez parlé des États-Unis, qui était celui qui, aux États-Unis, disait qu'il y avait une plainte? Daniel Pipes. Daniel Pipes, c'est qui? C'est l'un des principaux propagandistes du lobby pro-sioniste américain, AIPAC. Il est complètement impliqué dans cette affaire. C'est un ami de Caroline Fourest. Quand vous savez que Caroline Fourest est impliquée, Caroline Fourest, c'est quoi son rôle en France? C'est d'être le soutien d'une propagande totalement pro-israélienne. Regardez les noms, regardez les faits, je veux dire, à partir d'un certain moment. Pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce que Zagouri soit écarté comme psychiatre? Parce qu'il est dans Chibolette. Chibolette, c'est une organisation qui a un pied à Tel Aviv, un pied à Paris. Et qui, à partir d'un certain moment, est totalement dans une ligne idéologique de tous ceux qui ont voulu à un moment me faire passer pour un antisémite, et ça n'a pas marché parce que je ne le suis pas, justement. Donc, à partir d'un certain moment, il y a une alliance objective entre des Émirats. Quels sont les Émirats arabes unis? Quels sont ceux qui maintenant, à l'heure où je vous parle, les bombes tombent sur Gaza, le seul pays qui a confirmé de façon officielle que jamais il ne couperait les liens avec Israël, c'est les Émirats arabes unis, qui donnent de l'argent pour cibler ceux qui les critiquent en Occident. Eh ben, c'est les mêmes. Et effectivement, de ce point de vue, si vous ne voyez pas politiquement qu'il y a un lien, parce que, en plus, si je peux me permettre, je disais depuis 20 ans que parmi ceux qui aujourd'hui sont en train d'entretenir l'islamophobie, c'est-à-dire le racisme anti-musulman en Occident, aux États-Unis comme en Europe, il y a des sionistes, parce que leur calcul, il est clair. Plus nous serons citoyens, plus nous serons libres, plus nous exprimerons de façon populaire notre soutien aux victimes, plus ils auront des difficultés. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui montre que les peuples ne suivent pas les gouvernements dans pratiquement tout l'Occident, jusqu'aux États-Unis. Et c'est de ça dont ils ont peur. Et moi, à un moment donné, j'étais celui qui travaillait à cet éveil de conscience. Donc à ceux qui aujourd'hui
essaye de façon très cynique et finalement très mesquine, parce que c'est très mesquin, de penser que je veux me refaire une image. Mais une image de quoi? Je devrais me refaire une image de quoi? De quelqu'un qui a fauté moralement, mais venez vous asseoir avec moi et montrez-moi tout ce que je peux avoir de pureté dans vos vies avant de juger les autres. Votre jugement moral n'est pas à votre honneur. Maintenant, est-ce que j'ai fait une faute concernant la violence vis-à-vis des femmes, le non-respect des femmes et le viol, ça n'existe ni dans mon dossier, ni dans ma vie. Et c'est su par les plus hautes autorités de ce pays. Et j'ai envie de renvoyer à ceux qui jamais ne vont venir me parler. Ils vont passer par derrière, vers quelqu'un qui m'a interviewé pour que justement vous entriez dans quoi? Ce qu'on appelle la cancel culture. C'est-à-dire éliminez-le du paysage. C'est ça qu'ils veulent. C'est qu'ils font pression. Eh bien, cette attitude mesquine de ceux qui, au nom de la liberté d'expression, veulent empêcher certains d'avoir à s'exprimer, eh bien, c'est pas à leur honneur. Moi, je les renvoie à leur mesquinerie et je vous leur dis, comme il m'a été appris dans ma tradition, paix soit sur vous, laissez le passage libre, s'il vous plaît, j'ai pas de temps à perdre. Cette affaire-là, quel a eu un impact dans votre envie d'enseigner un petit peu tout ce que vous avez fait durant ces années d'un point de vue islamique? Là, on est, on va dire, quelque part sur un terrain entre guillemets moral. Il y a des personnes de confession musulmane qui m'ont dit que voilà, aujourd'hui, ça allait être peut-être compliqué d'écouter ce que vous avez à dire concernant les sujets liés à l'islam, même s'il est tout à fait primordial de concevoir que tout le monde a fait des erreurs et que c'est un peu le cheminement de tout à chacun, mais que ce qui est différent avec vous, ou ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, c'est que vous êtes un peu sur la chair, sur le podium. Donc vous devez être exemplaire quoi, quelque part. Oui, mais c'est une bonne question. Mais on a envie de leur dire peut-être que, vous savez, moi, dans l'expérience de la prison, dans l'expérience de la solitude et de l'introspection, je suis revenu sur plein de choses, sur ma vie, sur ma relation au message et tout ceci. Et puis, effectivement, on en vient en fait de pouvoir se dire, mais finalement, tout le monde fait des erreurs et parmi les meilleurs, comme le dit le prophète et le messager de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui revient. L'exemplarité, qu'est-ce que c'est? L'exemplarité, et même par rapport à moi, ceux qui m'ont, et à un moment donné, il faut se poser la question. Vous savez, moi, pendant 30 ans de ma vie, j'ai dit, je ne veux ni être votre représentant, ni être un leader charismatique. Moi, mon enseignement, c'est de vous enseigner à penser avec, sans ou contre moi. C'est tout ce que j'ai fait. Et toute ma vie, la marque de mon enseignement, c'est que tu penses, tu réfléchis, t'es avec moi, ben on avance ensemble, t'es sans moi, ben tu avances dans ta vie, et t'es contre moi, on débat. C'est ça mon enseignement. Et c'est ça que j'ai compris du message de l'islam. Et donc, l'exemplarité sur le plan moral, ça n'est pas de ne pas faire de fautes. C'est de rester droit après qu'on l'ait fait. Et qu'à partir d'un certain moment, aujourd'hui, pour moi, mais à ceux qui disent, qui m'écoutaient avant quand que j'étais dans la faute, d'une certaine façon, et qui m'écoutent plus, quand j'en suis revenu, me dit, mais vous avez compris quoi du message? C'est-à-dire que votre projection idéalisante vaut plus dans l'écoute que la réalité de celui qui revient et qui se réconcilie avec les principes fondamentaux de sa religion. Qu'est-ce que vous écoutiez? J'ai des fois l'impression que certains m'écoutaient dans une sorte d'idéalisation, de projection, et qui tout à coup se réveille et se dit, mais je vous l'ai dit depuis le départ, je vous ai dit que j'étais qu'un homme et que moi je suis le message et que c'est tout. Donc à partir de ce moment-là, aujourd'hui, dans ce que je suis en train de faire dans mon enseignement, mais je vais vous dire une chose, au risque de choquer ceux qui m'ont idéalisé, mais je suis 1000 fois plus équipé aujourd'hui à enseigner les fondements de l'islam que je ne le fus au moment où eux m'écoutaient. Et si aujourd'hui ils se privent de cette écoute parce qu'ils m'ont idéalisé hier et que aujourd'hui ils me diabolisent ou qu'ils me rejettent, la faute en incombe à leur représentation, pas à ma réalité. Vous comprenez cette réaction, c'est humain, quoi. Mais complètement, et non seulement elle est humaine, mais à un moment donné, la réaction, vous savez, il y a des réactions humaines qui sont compréhensibles, mais dont la spiritualité dit, c'est ce que j'ai toujours enseigné, qu'il faut la dépasser. Si je vous donne une gifle maintenant, la réaction humaine, ce serait peut-être de me la rendre. Mais la spiritualité, c'est de la comprendre. Si quelqu'un vous a déçu, la réaction naturelle, c'est de dire, je m'en éloigne. Mais la spiritualité, de dire, mais attends, il fait quoi?
de sa blessure? Il fait quoi de sa faute? Est-ce que ça l'a éloigné? Est-ce qu'il s'est renfrogné? Est-ce qu'il est devenu arrogant? Qu'est-ce qu'on fait du mal que l'on fait en fait? Et moi, tout ce que ça m'a appris dans la solitude de ma prison, parce que j'étais à l'isolement pendant 10 mois, j'ai été très très soutenu par ma femme et mes enfants, et ça nous a réunis. Eh bien, j'en sors comment? J'en sors aujourd'hui, et ils le savent d'ailleurs, au niveau social et politique, j'en sors beaucoup plus cohérent et beaucoup plus déterminé, et spirituellement beaucoup plus profond et beaucoup plus méditatif de ce point de vue-là. Et la seule chose que je peux faire à ceux qui se sont éloignés et que je peux comprendre, moi je me rapproche de celui qui s'est rapproché. Et Dieu s'est rapproché, je le remercie, parce que la pire des choses qui aurait pu m'arriver, c'est être aimé par tout ce nombre et loin du seul dont je veux être aimé, c'est-à-dire Dieu. Ça aurait été le pire, c'est-à-dire qu'il continue à être illusionné par le discours et que je sois loin de la lumière de Dieu. Mais je me suis rapproché de mon centre, je me suis rapproché de cette essence-là, et ce que je fais depuis que je suis sorti de prison, de façon toujours avec la même détermination, c'est que je sers le message, c'est que je continue l'enseignement, et que jamais dans ma vie je n'ai pensé que la vérité de ce que je dis se mesurait au nombre de ceux qui l'entendent. Le nombre, c'est une illusion du capitalisme qui a colonisé notre esprit. Et s'il y en a un qui, le jour du jugement dernier, après la prison, témoigne qu'il a reçu le message, ça me suffira. Lui me fera entrer au paradis ou elle me fera entrer au paradis. Mais ceux qui ont été les déçus, il faut qu'ils comprennent le vrai message spirituel. Si moi, je dois me poser la question de savoir qu'est-ce que je fais du mal que j'ai pu faire, je leur pose la question, qu'est-ce que vous faites spirituellement de la déception par laquelle vous êtes passé? Vous l'entretenez pour me condamner ou vous y réfléchissez pour grandir? Et alors peut-être, vous aurez compris qu'à me pardonner dans votre intimité fera que vous aurez les oreilles beaucoup plus ouvertes pour comprendre le sens de ce que je transmets, parce que cet enseignement-là, il continue et il est essentiel. Donc, je comprends le naturel de la réaction, mais je ne m'en satisfais pas, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, j'ai envie de dire à ceux qui traversent ceci, posez-vous des questions de qu'est-ce que vous entretenez, parce qu'il y a 3 types de réactions. Il y a ceux qui ont il y a ceux qui ont été solides, qui m'ont pas lâché. Il y a ceux qui m'ont lâché un moment, qui ont réfléchi et qui sont là, et qui sont présents. Et ça aussi, c'est un vrai travail spirituel. Il y a ceux qui, à un moment donné, sont, de ce point de vue, dans l'hésitation. Et il y en a ceux qui ont tellement projeté sur moi qu'ils se sont blessés eux-mêmes. Et puis, il y a des personnes qui se sont complètement éloignées. Et puis, moi, je le savais depuis longtemps. J'ai beaucoup de gens qui avaient un ressentiment. J'avais beaucoup de gens qui étaient jaloux. Je le voyais. Et là, c'était l'aubaine. Et au nom de leur passif émotionnel, ils me condamnent aujourd'hui au nom de la morale. Et il se peut que leur condamnation morale tienne plus à des choses qu'elles ont à régler émotionnellement dans le ressentiment et dans la jalousie que dans la morale. Parce que si c'était uniquement moral, elles dépasseraient leur positionnement émotionnel de rejet. C'est tout, et je pense que chacun a son cheminement spirituel à vivre et à réaliser. Par contre, il y a quelque chose qui est revenu souvent, que vous n'avez pas laissé un héritage. C'est que vous avez une hégémonie de votre présence dans les médias, dans le débat public, mais il y a eu personne d'autre après. Vous n'avez pas essayé de faire monter d'autres, ou vous avez peut-être, au vu de votre hégémonie, vous avez peut-être bloqué des gens qui auraient pu émerger, parce que si on regarde depuis votre disparition, votre chute, je sais pas comment je peux dire ça. Je suis pas disparu, rassurez-vous. Je veux dire dans les médias, même dans les médias francophones et tout. C'est pas le plus important. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de musulmans ont l'impression qu'il n'y a pas un contre-discours sur ce qu'il dit sur les musulmans en France. Donc aujourd'hui, on a un petit peu désemparé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien, et j'entends cette critique-là. Simplement, il y a une co-responsabilité. Parce que moi, je suis arrivé, vous savez, j'étais un tiers-mondiste, je travaillais beaucoup dans le tiers-monde. Je suis arrivé sur la question musulmane à partir des années, fin des années 80, début des années 90 en France. Et je suis venu avec un certain type de vision et un certain type de discours. Et
à un moment donné, on m'a propulsé devant. C'est-à-dire que certaines associations ont tout à coup trouvé quelqu'un qui mettait des mots sur leurs pensées, qui apaisait des troubles sur leur positionnement, que ce soit nationalement ou internationalement. Et donc, on m'a propulsé, on me faisait beaucoup parler et beaucoup intervenir. Il faut savoir la vie que je menais, parce que ceux qui aujourd'hui disent oui, il s'est moqué de nous, il utilisait l'islam. Moi, c'était sur certains week-ends, je faisais 4 villes par jour et je faisais 4 villes par week-end et je faisais ça 3 week-ends par mois. C'est-à-dire que je me promenais dans 12 villes et chaque intervention par ville, c'était 5 heures. C'était ce qui était ce que moi j'appelais des universités populaires. Et qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là? C'est que je demandais à chacune des villes de faire venir des gens qui interviennent avec moi. C'est-à-dire que je leur demandais qu'ils viennent intervenir avec moi. Et il en a eu. Il y a un certain nombre de personnes, je vais pas les citer pour pas les exposer, mais certaines personnes qui apparaissent aujourd'hui au niveau local, elles sont nées de la formation en langue française de ces moments où ils intervenaient avec moi. C'est pas assez, c'est certain. Mais il y avait ce processus-là. Ensuite, je faisais des formations qui étaient des formations qui permettaient, dans les formations de proximité, qui permettaient à un certain nombre de personnes de savoir comment prendre la parole. J'ai essayé de faire ça au mieux que je pouvais, et avec un certain nombre qui, à un moment donné, n'ont même pas reconnu, si vous voulez, l'héritage qui était. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui en France qui sont intervenus, qui prenaient de mes livres, qui me citaient, mais sans mettre mon nom et tout ceci, et qui parlaient, et qui ont parlé, et pour certains parlaient bien. Il y a des femmes comme des hommes. On en a même maintenant 2 ou 3 qui sont très visibles en France, qui vous disent en privé, moi, j'ai suivi de l'école de Tariq Ramadan, mais en public, on ne le dira pas parce que ça vous disqualifie aujourd'hui. C'est une réalité concrète. Maintenant, vous me dites une chose qui est vraie. Est-ce que je n'ai pas suffisamment porté la formation sur ce terrain-là? Et c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, ma vie, mais il faut savoir aussi, j'aimerais que vous compreniez, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Moi, je menais une vie où j'avais pas que la France ni que la Belgique. J'ai à un moment donné, je prenais l'avion 2 à 3 fois par semaine. Je me retrouvais aux États-Unis, en Inde, en Afrique. C'était ça ma vie. Qu'à un moment donné, on vous appelle pour dire, et puis vous avez même plus le temps. La seule formation que je donnais, c'est la formation académique que je donnais à Oxford. C'était ça que je donnais comme formation. Sinon, à un moment donné, j'avais plus le temps. J'avais plus le temps parce qu'on me demandait de faire des conférences et puis le matin, à l'aube, j'écrivais mes bouquins. Donc voilà ce que je vivais. Est-ce que ceci a été un emballement? Est-ce que ça a été trop pour une personne? La prison me l'a rappelé. C'est-à-dire que Dieu m'a rappelé pour me dire maintenant tu vas t'asseoir et puis tu vas mettre de l'ordre dans ta vie parce qu'à vouloir servir tout le monde, tu es en train de te desservir toi. Et le message, il a été reçu. Quand je suis sorti de prison, dans la forme que je donne maintenant avec le centre Shifa, puis avec Kraft, qu'est-ce que c'est? C'est la formation à la cause de parole, c'est la formation à l'art du débat, c'est la formation à l'écriture. Donc maintenant, c'est dans des cercles plus fermés en donnant la possibilité à des personnes de se former. Donc, à mauvaise fortune, bon cœur, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé, ce que l'on sait dans notre tradition, Hassan Taprahu Shayan, se peut que vous détestiez une chose et qu'elle soit bonne pour vous. Tout à coup, ça m'a ramené à la proximité, à la possibilité de pouvoir former différemment. Donc, j'entends la critique et je pense qu'elle est partiellement fondée. J'aimerais aussi dire à celles et à ceux qui aujourd'hui me disent « mais t'as formé personne », mais m'en avez-vous donné la possibilité? Quand vous m'appeliez tout le temps et que vous me pressiez comme du citron, je veux dire, à un moment donné, ceux qui organisaient des conférences, ils ne regardaient pas ce que je disais, ils regardaient le nombre dans la salle. J'ai été l'instrument de salle qui se remplissait, mais partout à travers le monde. Regardez ceci, ils ramènent du monde. Qu'à partir d'un certain moment, et vous êtes pris dans ceci en disant, au moins ça va transmettre un message, réveiller des gens. Et aujourd'hui, dans ce que j'ai laissé, j'aimerais quand même vous dire une chose, peut-être pas des gens. Et ça, c'est pour ça que j'étais pas tout à fait d'accord. La visibilité, elle n'est pas uniquement médiatique. Maintenant, quand je vois sur le terrain, il y a énormément de femmes et d'hommes qui sont des anonymes. J'ai vu plein d'entrepreneurs qui m'ont dit « mais toi, tu m'as formé, il faut que tu saches ». À un moment donné, j'ai décidé de lancer ma boîte parce que je t'ai entendu parler d'autonomie, économie. Moi, j'ai commencé à être dans l'art parce que tu l'as légitimé. Je vois des gens qui sont partout de ce point de vue-là et qui ne sont pas visibles médiatiquement. J'ai même des sportifs qui m'ont dit « moi, ça m'a permis de trouver mon équilibre par rapport à… »
Donc, à un moment donné, faisons attention à ce que la parole publique ne soit pas comprise comme la seule expression réelle. Bien sûr. L'expression, au sens de ce qu'on traduit en Mhm. matière, fait qu'il y a toute une génération, je pense, de femmes et d'hommes qui ont retiré quelque chose dans ce qu'ils font. Certains sont journalistes, certains sont des intellectuels, certains ont repris des études. On a fait ce qu'on a pu. Maintenant, est-ce que j'ai formé des gens à se trouver en face d'une caméra, à pouvoir parler aux médias? J'ai jamais compris que c'était ma priorité, Mhm. parce que je ne donne pas contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, j'ai jamais donné la priorité à la présence médiatique, parce que c'est un grand piège, parce que c'est un grand mensonge, parce que c'est pas ça du tout qui compte pour moi. Pour moi, c'était réveiller des consciences. Là, je sors un petit livre qui est un petit livre d'appel qui s'appelle Levez-vous aux consciences. C'est ça. Moi, je sers à ça. Moi, je sers à permettre aux gens, aux femmes et aux hommes ordinaires de se lever, pas forcément d'aller faire les pitres devant chez Hanouna, chez Ruquier ou chez n'importe lequel maintenant de ces animateurs ou Léa Salamé. Ça m'intéresse pas, ça. C'est pas ça. Et à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que l'opinion publique, elle se fait pas là. L'opinion publique, elle aura raison du Bien sûr. public dans la proximité du local, pas simplement dans les grandes messes médiatiques. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, la communauté musulmane a besoin pas la communauté musulmane, parce que là, je généralise, mais en tout cas, certains musulmans ont besoin lorsqu'ils regardent la télé et qu'on parle de l'islam et qu'ils ne se retrouvent pas dans la manière dont on parle de l'islam, ça touche à leur dignité. Et s'il y a quelqu'un en face d'eux qui, au moins, peut mettre un pansement pour qu'ils puissent rester dignes face à toutes les horreurs qu'on peut entendre dans les médias, ça laisse un goût amer et ça peut même permettre à des gens d'avoir des conclusions qui viennent de leur frustration, mais des conclusions tout à fait des raccourcis ou des trucs de complot ou des trucs qui vont nuire un peu à l'éclosion de la vérité de ce que sont les musulmans et de ce qu'est l'islam. Vous avez raison de ce point de vue-là. Et vous savez que c'est contre-productif à plusieurs niveaux, parce que moi, on m'a fait même le reproche, on m'a dit, je veux dire, faut quand même se rendre compte que quand je rentre en prison et que j'en sors, certains ont dit, en fait, ils ont mis Tariq Ramadan en avant parce qu'ils savaient de lui la défaillance morale et qu'ils allaient retourner tout ça. Attendez, mais je veux dire, on est dans quel film, là? C'est-à-dire que, voyez ce que vous venez d'entendre de certains qui vous disent, ils utilisent la cause palestinienne pour se refaire un nom, mais honte à vous de pouvoir dire une chose pareille. C'est une honte de pouvoir et contre l'histoire et les faits de toute ma vie, parce que moi j'en ai payé le prix. Je veux dire, j'ai été exclu de 9 pays majoritairement musulmans, j'ai été exclu des États-Unis, de la France, des Pays-Bas. Mais j'ai payé le prix et j'ai fait 10 mois de prison pour entendre des gens assis derrière leur ordinateur. Il essaye de se refaire un nom. Mais quel nom tu as pour penser que je me refais un nom près de ton nom à toi? Qui tu es pour dire une chose pareille? Ça, c'est une première révolte. Et la deuxième des choses, par rapport à ceux qui peuvent sentir une frustration en regardant la télévision, mais à un moment donné, on a justement envie de leur dire, mais vous allez vous lever quand vous pour prendre la parole? Vous allez vous lever quand pour dire les choses? Quand vous pensez tout le temps par procuration, vous êtes en train de... Moi, je reçois des centaines de messages, si ce n'est pas des milliers de messages qui viennent. Ah, ben, t'as laissé la place à Chalgoumi, y a plus personne. Je lui dis, ah, non, mais attends, quand moi j'allais tout seul, t'étais derrière. Et vous avez fait quoi quand je me suis retrouvé en prison? Quand je disais dans les conférences devant des milliers de personnes, je me souviens d'une conférence, il y avait pratiquement 15 000 personnes au Bourget, et je leur disais, mais si un jour je tombe, vous serez là? Si un jour je tombe, vous serez là? Est-ce que vous serez là le jour où je tomberai? Silence dans la salle, je suis tombé, ils étaient pas là. Je suis tombé, ils étaient pas là. Et ensuite, on dit, ah, mais t'as laissé un vide. Mais j'ai laissé le vide que tu as fait. Le vide que tu as accepté. Parce qu'à un moment donné, tu prends pas la parole. À un moment donné, tu ne fais pas ce que tu as à faire. Parce que prendre la parole, ça s'apprend. Prendre la parole, c'est avoir un certain type de courage. Déterminer sa pensée, ça, c'est se former, c'est de l'apprendre. C'est pas sous un pseudonyme derrière un ordinateur dire l'alpha et l'oméga de ce que serait l'islam, mais où on te voit jamais en fait. On peut pas continuer à être de la majorité silencieuse et puis en vouloir à quelqu'un qui avait pris la parole de ne plus pouvoir la prendre. Je veux dire, moi j'entends des choses mais sidérantes. En fait, t'es tombé dans un piège, t'as fait du mal à l'islam. T'as fait du mal. Il y a même une blogueuse là qui me dit il faut que tu partes, il faut que tu disparaisses tellement t'as fait de mal à l'islam. Mais depuis quand est-ce qu'on fait du mal à l'islam?
Et puis depuis quand mon comportement moral serait la preuve? Mais le message moral de l'islam dit que vous allez faire des fautes morales et que si Dieu voulait, si vous ne faisiez pas des fautes morales, il changerait le peuple qui serait sans faute avec un peuple qui ferait des fautes. Pourquoi? Parce que la question de la morale, c'est de savoir comment on revient de sa faute, pas de prétendre qu'on n'en fait pas. C'est ça la morale, c'est ça la réalité. Comment tu fais quand tu as été blessé? Comment tu fais quand tu as fait une faute? Eh bien, ceux qui aujourd'hui se plaignent du fait qu'on ne parle pas pour eux, qu'il n'y a pas ce message, je dis mais on parlera plus pour vous. Peut-être que c'est peut-être justement un message qui vous est envoyé du haut de sept cieux. Si vous pensiez qu'il y en a un qui parlerait pour vous, eh bien, sachez qu'il faut parler pour vous. Parce que c'est la seule force que vous avez, parce que c'est la seule chose qui est attendue. Qu'à un moment donné, on voit des gens de la population qui se réveillent. Et c'est tout. Moi, je veux dire, je continuerai à faire de mon mieux. Moi, je continue cet enseignement-là, qui est d'éveiller les consciences. Et donc, même cette épreuve-là, elle est lourde d'enseignement. Elle devrait être lourde d'enseignement. Parce que pour certains, c'est comme si j'étais mort, en fait, déjà mort. Avec ce qui m'est arrivé, c'est terminé. Je veux dire, on me voit plus. Il faut simplement savoir que même médiatiquement, 5 ans avant cette affaire-là, j'avais disparu de la scène médiatique en France. Depuis l'arrivée de Valls en 2012 aux affaires, j'intervenais plus. Tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le net, c'est avant, à 1 ou 2 émissions près, parce qu'ils avaient décidé, l'homme est dangereux. Donc, il faut le faire disparaître. Il faut plus qu'il intervienne. Même dans les polémiques, il dit des choses qui sont entendues. Donc, ça, on le sait. À partir d'un certain moment, si un est dangereux, il faut que 100 soit visible. Et c'est pas ce qui arrive. L'affaire Tariq Ramadan, j'ai l'impression qu'aussi elle a ouvert une brèche qui, on va dire, a diabolisé une certaine partie de la communauté musulmane. J'explique. En fait, aujourd'hui, il y a dans le mouvement féministe le concept d'intersectionnalité qui est finalement d'être sensible à toutes les formes de discrimination, celle des femmes, celle des personnes homosexuelles ou transsexuelles ou des musulmans, des minorités, des noirs, des arabes, etc. et j'en passe. Et dans ce débat, donc on en parlait du féminisme, des femmes disent voilà, il faut regarder attentivement cette affaire et condamner, en tout cas, ne pas l'innocenter trop vite, etc., etc. Et à côté, j'en discutais aussi et je leur disais, du point de vue des musulmans, cette affaire peut être vue différemment, dans le sens où, comme je disais, voilà, vous étiez quand même, vous avez quand même apporté à certaines personnes, que ce soit par le savoir ou j'en passe, à la communauté musulmane ou à certains musulmans qui, comme vous dites, voilà, sont devenus des journalistes, etc., etc., notamment en puisant de ce que vous avez pu leur montrer. Donc eux, ils peuvent ressentir quand on voit l'affaire Tariq Ramadan et qu'on considère voilà comme étant la chute de Tariq Ramadan, etc. Ils se disent voilà, il y a un complot ou en tout cas ils perdent quelque chose d'un point de vue. Et donc ça c'est difficilement entendable dans le sens où voilà par exemple encore une fois et moi j'accepte ça me dérange pas qu'on me dise ça. Quand on a eu l'interview sur la Palestine, on m'a dit tu donnes la parole à un harceleur sexuel, arrête ton harcèlement sexuel, etc. Donc c'est pour ça on a ouvert ce débat en disant mais d'un point de vue musulman, il est nécessaire aussi de nous entendre nous, les minorités qui ont aussi un autre rapport à cette affaire-là et qu'il est nécessaire d'entendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre le droit des femmes. Nous sommes tout à fait sensibles et je pense que toute personne douée d'intelligence défendrait le droit des femmes. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de voilà, ah oui, vous apportez une autre réalité, une autre réalité par rapport à cette affaire, etc. Et que finalement le fait qu'il chute, bah ça ampute quelque part à la communauté musulmane, comme je disais, à une personne qui défendait cette communauté contre l'oppression, vous êtes sexiste, etc., etc. Donc vous voyez un peu la brèche que ça ouvre et tout le débat que ça ouvre. Mais il y a du bon dans ça. Il y a du bon dans ça. Et dans toute épreuve, il faut y voir ce que ça peut nous apporter en termes de réflexion. Parce que, d'abord, ce qu'il faut dire à toutes les personnes, celles qui ont pu être tellement dans l'idéalisation qu'elles veulent tout effacer en disant il y a rien, tout ça c'est un complot, point, on continue. Et d'un autre côté, ceux qui peuvent, pour X ou Y raison, d'abord parce que idéologiquement elles sont féministes en disant là il y a quelque chose de grave, il est quand même accusé de viol et c'est grave, effectivement.
et d'autres par des calculs en disant, parce qu'il faut le savoir, je veux dire, cette visibilité que je pouvais avoir, elle gênait beaucoup de monde dans la communauté musulmane aussi, et parmi des gens avec lesquels même je travaillais. Ils espéraient, avec ma disparition, pouvoir prendre ma place. Il y en a qui se sont fait entendre de ce point de vue-là. On a différents profils. Ouais. Et malgré tout ceci, ce qu'il faut par rapport à tous ces profils, quand toutes les perceptions peuvent entrer en conflit, ce qu'il faut, c'est quand même revenir aux faits et essayer de tirer des enseignements de ce qui s'est passé ou de ce qui peut se passer. Alors, premier élément par rapport à ce qui m'intéresse moi, c'est-à-dire que y a-t-il ou non et parmi les êtres humains ou dans la communauté musulmane, y a-t-il ou non des situations où sur le plan moral, il y a des choses totalement condamnables et qui vont jusqu'à la condamnation légale. Oui. Et pendant 40 ans de ma vie sur le terrain, je me suis battu contre la violence faite aux femmes. J'ai pris des positions contre le fait de pouvoir battre sa femme avec des interprétations très réductrices du Coran, contre l'inceste, contre les mariages forcés, contre le harcèlement. Tout ceci, j'ai pris des positions extrêmement claires. Et de ce point de vue, j'ai fait ceci, je le revendique au nom du message et à un moment donné, nier que ceci arrive, nier par exemple qu'un certain nombre, même aujourd'hui, d'imams ou de responsables religieux puissent avoir des comportements qui sont des comportements inadéquats avec les femmes, mais je le sais, je l'ai toujours su et je l'ai toujours dénoncé. Donc, c'est un premier élément. Qui sont des comportements adéquats qui peuvent être de harcèlement, qui peuvent être de manipulation, qui peuvent être de mise sous tutelle ou d'emprise. Ça existe au nom même de ça existe. Et que en tant qu'actrice et acteur, à l'intérieur des communautés musulmanes, qu'on ait ce discours-là et que on le promeuve et qu'on ne lâche rien sur ce point de vue-là, on doit le faire. Et on part des faits. Et il faut aller aux faits. Maintenant, il faut faire attention à ce que chaque cas, comme n'importe quelle situation, même si c'est quelqu'un de visible ou que ce soit un homme ou une femme ordinaire, dans chaque situation, il faut s'appuyer sur les faits, faire un vrai travail d'investigation et du droit. Faut pas commencer à mélanger. Ce n'est pas parce qu'on est pour la vérité et la critique interne, l'autocritique à l'intérieur de la communauté, qu'il faut tomber dans le piège de ceux qui vont utiliser ça contre nous. On a en face de nous des gens qui sont extrêmement habiles, qui ont bien compris une chose, pour pouvoir faire tomber Tariq Ramadan. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Regardez, on a un email de Caroline Forest qui dit à une femme, on l'a coupé de sa communauté. Donc, il savait très bien ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'insistance sur le côté moral pour le couper. Donc, on a des gens qui sont pervers, qui savent comment fonctionne. Quand vous réussissez à utiliser la morale musulmane contre les musulmans, alors que eux, dans leur morale à eux, tout ça, ça ne compte pour rien. C'est-à-dire, c'est des êtres immoraux qui utilisent immoralement la morale contre la morale des musulmans. Et les musulmans tombent dans le piège. Donc, ils sont deux fois immoraux et nous, on est naïfs. Donc, la situation, ce que vous dites là, qui fait qu'il faut pas justement qu'on tombe dans la brèche. Il faut qu'on soit extrêmement clair avec nos principes. Les dénonciations sur les comportements qui sont des comportements de harcèlement, de violence, de viol ou d'inceste ou toute autre situation de violence, il faut les condamner et les mettre en avant. Au cas par cas, sans parti pris, quelle que soit la personne. Et ce qui me concerne, c'est exactement ce que je demande. C'est pas parce que j'étais visible qu'il faudrait m'accuser. Je veux dire, quand quelqu'un vous dit « on l'innocente trop tôt », mais ça veut dire quoi trop tôt ou trop tard? C'est-à-dire l'innocence, c'est une question de temporalité ou c'est une question de fait? Quand les faits montrent que je suis innocent, c'est pas trop tôt, c'est les faits qui le montrent. C'est-à-dire que ça montre bien que dans la perception de la personne, c'est mon statut qui dirait mon innocence ou une fausse innocence qui dirait ma culpabilité. On dit non, que les faits. Donc la même attitude que l'on a ici, il faut l'avoir pour toutes les personnes au cas par cas. Et c'est ça notre force. Moi, je ne connais que ça. Je ne connais que la force de la vérité, l'analyse des faits et le cas par cas. Et c'est ça, notre islam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des règles, mais il nous dit dans la fatwa, c'est au cas par cas, on regarde la situation. Donc dans la situation, c'est ce que je demande. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'en fait, il y a une instrumentalisation politique et idéologique d'une situation morale pour retourner la communauté contre l'homme dont certains dans la communauté pensaient qu'il les représentait, ou qui pouvait être idéal, ou qui pouvait ne pas avoir de défaut.
Donc, et ensuite, on en rajoute, parce que vous avez vu la campagne médiatique, tous les mensonges qu'il y a eu, sur ma personne, sur les messages qu'il y aurait eu, sur des choses ignobles qui ont été dites. Mais quel était le but, en fait? Plus on en rajoutait moralement, plus on me coupait de la communauté, et plus certains allaient rentrer là-dedans. Et donc, à un moment donné, on dit aux gens, mais attendez, mais vous savez à qui vous avez affaire? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Mais est-ce que vous vous rendez compte que même maintenant sur le plan médiatique, vous-même vous savez qu'ils mentent? Pourquoi reconnaissez-vous leurs mensonges sur les faits internationaux et ne comprenez-vous pas leurs mensonges sur votre frère en humanité? Comment ça se fait que vous soyez tellement dans un type de rapport qui est perverti intellectuellement que vous ne voyez pas les relations? Ils mentent de la même façon, ils sont capables, que ce soit à Gaza, que ce soit en France, de pouvoir dire le contraire de la vérité. Eh bien, moi, je vous le dis, sur le plan des faits, il faut comprendre que dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Et dans cette attitude-là, en tirer des enseignements. Et ça m'amène à ma conclusion par rapport à votre question. Ma conclusion par rapport à ça, c'est que une position qui est respectable est toujours une position qui a compris que c'est les faits et la justice qui comptent, que tout doit se faire au cas par cas, sans privilège ni discrimination, et qu'à partir d'un certain moment, on comprenne que même dans cette situation-là, il peut y avoir des manipulations médiatiques ou des manipulations politiques, et que ceci est dans l'ordre des choses. Quand je vous dis, par exemple, que 4 mois avant cette affaire-là, vous avez un gouvernement qui donne 8 millions à une compagnie en disant il faut le détruire dans sa réputation et que c'est lui la cible, attendez, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. C'est-à-dire que ce pays-là donne 8 millions à une agence pour détruire tous les leaders musulmans dans leur réputation, et que ce qui est dit dans l'audio que l'on a, c'est qu'il faut l'atteindre sur la question morale. Donc, une fois qu'on vous a dit ça, on comprend, et ça nous amène dans la conclusion à ne jamais diminuer ou amoindrir les vrais combats nobles de la revendication des droits des femmes, de la lutte contre un certain type de patriarcat, et ce que moi j'ai toujours défendu, l'intersectionnalité des luttes, parce que j'étais sur le plan de la lutte pour la revendication des droits des femmes, pour la revendication des droits des Noirs, en disant c'est le même système de domination, mais je l'ai toujours défendu. Dans un de mes livres, c'est tout un chapitre, ça. Donc, je ne lâcherai rien sur cela. Mais j'ai envie de dire à ces personnes qui vont un peu vite en besogne et qui ne prennent pas le temps de la profondeur de la pensée, vos sentiments sur Ramadan, s'ils vous amènent à n'être pas fidèles à vos principes, disent plus sur vous que sur Ramadan. Parce que si au nom de votre détestation de l'homme, vous finissez par être traître à vos principes, c'est vous qu'il faut questionner et moins moi. Moi, la seule chose que j'essaye de faire modestement, c'est d'être réconcilié avec nos principes. Et je demande une seule chose à Dieu, c'est de mourir réconcilié à mes principes. Je ne chercherai ni le nombre de ceux qui me suivent, je veux juste la vérité qui m'élève. C'est la seule chose qui m'intéresse. Et qu'à partir d'un certain moment, on a envie de dire aux gens, commencez à réfléchir un tout petit peu et commencer à être un tout petit peu autonome. Et donc, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'enseignement. Mon enseignement, qu'est-ce que dire? Pensez avec moi et nous avançons. Pensez sans moi, mais avec exigence. Et pensez contre moi, mais là, vous allez me trouver si de ce point de vue-là, vous trahissez des principes pour confirmer des préjugés. Moi, je suis un farouche opposant à tous les préjugés de la planète, pour la simple et bonne raison que ce que j'ai appris de ma religion, de Dieu et de ses enseignements, c'est qu'aucun préjugé ne doit tenir en face de la vérité et de la raison d'un jugement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant cette affaire? Par rapport à l'affaire, c'est que on est dans une situation là maintenant où on attend de voir ce qui va se passer. On est dans la phase de l'appel à l'ordonnance de mise en accusation. On va voir ce sur quoi ça se fonde. On a aussi la cassation par rapport à l'expertise dont je vous ai parlé, qui est finalement quelque chose de totalement sidérant, c'est-à-dire un expert qui recopie 15 pages d'un rapport qui n'existe pas et donc on tiendrait le rapport comme acceptable alors que c'est l'ABC. Donc on est factuellement, je suis dans une position
de confiance et de force, spirituellement aussi. Je sais que je suis innocent, que je n'ai jamais été violent, que je n'ai harcelé personne, que je suis le prédateur de personne, et que tout ça est confirmé par les faits. Donc de ce point de vue-là, je suis très très confiant. Et quoi qu'il advienne, si même demain je devais faire de la prison, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement que la prison pour un innocent? C'est une élévation ultime. C'est une élévation ultime. Je le prends comme ceci. Maintenant, j'aimerais, on verra ce qui se passera du point de vue du jugement. Maintenant, on a l'appel qui viendra ensuite. Là aussi, j'étais confiant et je le demeure parce que je sais ce que les faits disent. Mais en même temps que je suis confiant vis-à-vis de la vérité, je sais le cynisme. Est-ce que ce dont les hommes sont capables? Ce dont les hommes sont capables quand ils tuent et qu'ils massacrent des innocents, mais ce dont les hommes sont capables quand ils les soutiennent par leurs propos, leur soi-disant analyse, par leurs mensonges ou par leur silence. Quand je vois ceci, je me dis effectivement que les hommes sont prêts à tout et dans ma situation, je n'en serai pas exempt. Ce sera de toute façon ceci, ce à quoi je dois me préparer. Mais donc je m'y prépare, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout et j'ai juste envie de dire à ceux qui écoutent, mais sachez juste une chose, je ne prends l'autorisation de servir et Dieu et le message de personne sur la terre, si ce n'est de Dieu et de ce que j'ai compris du message. Et donc, que vous entendiez, tant mieux, que vous refusiez désormais de partager ce cheminement, c'est votre choix, mais comprenez bien une seule chose, c'est que la vérité de ce message tient à la rigueur que les uns et les autres nous mettons à vérifier les faits et non pas à juger les autres sur des perceptions, quelle que soit notre idéologie. Et c'est ceci qui m'intéresse aujourd'hui, c'est véritablement d'être dans ce cheminement-là. Donc, jusqu'à ma mort, s'il plaît à Dieu, je servirai ce message-là, libre ou en prison, parce que même en prison, ce sera une façon de le servir, tout en sachant et en rappelant aux gens, à tous ceux qui aujourd'hui osent laisser entendre que dans ce dossier, il y a un doute sur mon innocence, ils disent et leur ignorance et la gravité de leur jugement. Ce qu'ils disent est très très grave. Et qu'ils vous contactent pour vous dire il ne faudrait pas lui donner la parole, c'est 2 fois grave. Parce que c'est priver un innocent de la possibilité de parler et c'est interdire sa pensée pour que plus personne ne l'entende. Et qu'à partir de certains moments, quand on a une conscience, il faut se poser la question de savoir pour qui on travaille. Parce que dire qu'on est féministe contre tous les ordres du monde et dans la vie personnelle, agir de cette façon-là, c'est pas à l'honneur de l'humanisme que l'on défend, ni de la foi que l'on porte. C'est plutôt un petit calcul politicien. Et celui-ci, je m'en éloignerai toute ma vie. Et si Dieu m'a éloigné de ceci, je ne peux que l'en remercier. Il m'a éloigné de la petite politique et j'espère juste de me rapprocher de ce qui est la profonde spiritualité. Merci beaucoup, M. Ramadan. Merci à vous.